Combien de fois avez-vous déjà eu l'impression que votre vie était bloquée, comme si chaque effort restait sans résultat? À la racine de ce blocage se trouvent souvent 3 ennemis. La confusion mentale, les distractions qui vous tirent dans toutes les directions et l'absence d'une direction claire. La paix et le succès que vous recherchez ne sont pas des récompenses lointaines. Ils naissent dans le simple acte d'organiser votre esprit et votre quotidien. Les stoïciens le savaient bien. Le chaos extérieur n'est souvent que le reflet de la tempête intérieure. Un esprit agité construit une vie désordonnée. Et dans ce désordre, vous perdez votre énergie, votre courage et même votre joie de vivre. Mais lorsque vous décidez de remettre de l'ordre dans votre vie, le poids disparaît et laisse place à une force nouvelle. Chaque petite décision devient une brique solide dans la construction de votre confiance et de votre direction. Épictète disait, avant d'agir, définis qui tu veux être. C'est cette clarté qui transforme une idée en destin. Aujourd'hui, nous allons construire ensemble cette clarté à travers 10 pratiques stoïciennes. 10 outils de discipline et de lucidité pour renforcer votre esprit, éliminer l'apathie et briser la paralysie qui vous retient. Écrivez dans les commentaires. Aujourd'hui, je choisis d'agir. Ce simple geste est déjà un premier pas vers votre transformation. Et avant de continuer, je vous demande 2 choses. Aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne afin que ce message puisse atteindre ceux qui cherchent plus de clarté. Pratique 1. Concentre-toi sur l'action. Épictète posait une question qui résonne encore aujourd'hui. Combien de temps vas-tu attendre pour exiger le meilleur de toi-même? Marc Aurèle écrivait que nous savons ce qui est bon pour nous maintenant, mais nous choisissons de remettre à plus tard. Nous nous racontons que nous agirons quand les choses seront plus calmes, quand tout sera réglé, quand nous serons plus motivés. Mais c'est exactement ce mensonge qui nourrit la procrastination. Sénèque expliquait que les insensés passent leur vie à se préparer au lieu d'agir. Ils attendent les conditions parfaites, inventent des excuses et repoussent toujours leurs décisions. Mais les esprits forts n'attendent pas le moment parfait. Ils commencent maintenant. Le meilleur moment pour agir était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Regarde l'exemple de YouTube. Des milliers de personnes enseignent la cuisine, la couture, le bricolage ou d'autres compétences. Elles ne sont pas forcément plus douées, mais elles ont commencé plus tôt. On dit que celui qui arrive en premier boit une eau plus pure. Tout succès vient d'un choix passé. Toute procrastination est une fuite vers un futur imaginaire. Demande-toi quelles actions tu repousses alors qu'elles pourraient changer ta vie. Ne dis plus que tu le feras plus tard. Fais-le maintenant. Sénèque avertissait que les insensés se préparent toujours à commencer, mais ne commencent jamais. Et si, au lieu de dire que tu agiras demain, tu commençais dès aujourd'hui? Ton avenir dépend entièrement des décisions que tu prends maintenant. Pratique 2. Développe une concentration inébranlable. Dans un monde où tout cherche à capter ton attention, savoir te concentrer est devenu une compétence rare et précieuse. Celui qui maîtrise sa concentration avance plus rapidement, vit plus intensément et construit plus solidement. Déjà dans l'Antiquité, Marc Aurèle remarquait que l'esprit humain cherche constamment à s'échapper du présent. Pour lui, la concentration n'était pas un hasard, mais un acte volontaire. Le vrai ennemi n'est pas seulement extérieur. Il est intérieur. Ce sont les pensées répétitives, les inquiétudes, les émotions qui dispersent l'esprit. Sénèque, vivant dans une maison bruyante à Rome, racontait qu'il avait appris à maintenir son esprit concentré malgré le tumulte autour de lui. Il disait que tant que l'esprit reste calme, aucune perturbation extérieure n'a réellement d'emprise. C'est ce niveau de maîtrise que nous devons rechercher. La méditation, l'écriture quotidienne, les moments de silence ou même le fait d'éteindre les distractions sont des exercices d'entraînement. Sans concentration, nous vivons en surface. Avec elle, nous vivons en profondeur. Sans elle, nous sommes emportés par le vent. Avec elle, nous devenons une racine solide. Voici un défi simple. Pendant les 7 prochains jours, choisissez une tâche par jour et accomplissez-la avec une attention totale. Écrire 15 minutes sans téléphone. Manger sans distraction. Parlez à quelqu'un en étant pleinement présent. Donnez-vous entièrement à ce que vous faites. Écrivez dans les commentaires. Aujourd'hui, je me concentre. Ce geste symbolique est déjà un exercice de présence. Pratique 3. Défie tes limites. Si l'on compare notre vie actuelle à celle d'un roi du XVIe siècle, on remarque que nous vivons dans un confort immense. Mais ce confort nous fragilise. Il nous fait croire que la difficulté est une anomalie. Alors, quand elle arrive, nous n'avons plus les outils pour y faire face. Les stoïciens prônaient les défis volontaires. Ils savaient que le courage, la discipline et la résilience doivent être entraînés. Une qualité qui n'est jamais testée s'atrophie. Si tu ne te mets jamais à l'épreuve, tu restes plus fragile que tu ne le penses. Voici un exercice concret. Pendant 7 jours, impose-toi chaque jour un petit inconfort volontaire.
Une douche froide. Monter les escaliers. Sauter un repas. Éteindre ton téléphone pour plusieurs heures. Dire la vérité dans une conversation difficile. Rester en silence sans chercher une distraction. L'objectif n'est pas de souffrir, mais de renforcer ton esprit. En une semaine, tu ressentiras une différence. Tu commenceras à vivre comme quelqu'un qui ne fuit pas l'inconfort, mais qui l'utilise comme un outil de croissance. Pratique 4. Renforce ton corps pour renforcer ton esprit. Cela peut sembler éloigné de la philosophie, mais pour les stoïciens, le soin du corps faisait partie intégrante de la maîtrise de soi. Quand tu négliges ton corps, tu avances fatigué, sans énergie, soumis au hasard. Un esprit fragile naît presque toujours d'un corps affaibli. Les stoïciens le savaient. Ils couraient, combattaient, portaient des charges, affrontaient le froid. Ils vivaient en mouvement. La phrase « un esprit sain dans un corps sain » prenait chez eux tout son sens. Pour eux, la force mentale et la force physique allaient de pair. Aujourd'hui, beaucoup rêvent d'avoir un corps idéal ou de se sentir plus fort. Mais lorsque nous imaginons un philosophe, nous visualisons rarement un athlète ou un guerrier. L'image commune est celle d'un homme voûté, sédentaire, hors de forme. Pourtant, les philosophes de l'Antiquité étaient tout l'inverse. Socrate était soldat. Cléante fut boxeur. Marc Aurèle chassait, combattait et plongeait dans les eaux glacées du Tibre. Ce n'était pas de la vanité, mais un entraînement de l'esprit. Sénèque disait que nous devons traiter le corps avec rigueur pour qu'il ne devienne pas désobéissant à l'esprit. Cette phrase porte une vérité intemporelle. Quand le corps se rebelle, l'esprit s'affaiblit. Quand le corps est entraîné, l'esprit gagne en discipline. Le corps est comme une armure qui protège l'esprit. Si tu le négliges, tu deviens vulnérable. Mais lorsque tu choisis l'effort physique, une course, un entraînement ou même une simple marche, tu renforces cette voix intérieure qui dit que tu peux et que tu tiens tes promesses. Ton corps ne veut presque jamais bouger. Il réclame du repos, invente des excuses, promet que demain sera mieux. Mais chaque fois que tu fais ce qu'il faut, tu ne gagnes pas seulement des muscles. Tu gagnes en clarté, en discipline et en maîtrise de toi. Voilà le véritable pouvoir de l'effort physique. Il t'enseigne que tu es capable de bien plus que tu ne le crois. Il transforme la fatigue en énergie, le doute en confiance, la peur en force. C'est pourquoi voici ton défi pour les 7 prochains jours. Impose à ton corps un mouvement. Qu'il soit simple ou difficile, peu importe. L'essentiel est de l'honorer comme un pacte avec toi-même. Chaque fois que tu brises l'inertie et que tu bouges, tu renforces aussi ton esprit. À chaque pas, tu construis non seulement des muscles, mais aussi une âme résiliente, inébranlable, prête à affronter n'importe quelle bataille. Sénèque disait qu'il n'existe pas un seul homme qui ne soit pas esclave. Il voyait que même ceux qui possédaient des esclaves portaient eux-mêmes des chaînes invisibles comme la peur, l'ambition et les responsabilités écrasantes. Pour lui, la servitude la plus profonde n'était pas physique, mais mentale. Il rappelait que certains sont esclaves du sexe, d'autres de l'argent, d'autres encore de l'ambition. Nous sommes tous esclaves d'une manière ou d'une autre, que ce soit de nos désirs ou de nos peurs. Le chemin vers la liberté commence par la reconnaissance de ces chaînes. Observe ce qui exerce un pouvoir sur toi. Le café dont tu penses ne pas pouvoir te passer, les cigarettes que ton corps réclame, la nécessité de vérifier ton téléphone constamment, l'obsession du jeu en espérant devenir riche. Tout ce qui domine ton esprit domine aussi tes actions. Si tu n'arrives pas à t'en passer, alors ce n'est pas toi qui contrôle, mais ton vice. Ce n'est pas l'habitude en elle-même qui te définit, mais la dépendance qu'elle crée. Certaines habitudes peuvent être éliminées, d'autres reviennent sous d'autres formes. On voit des gens remplacer une dépendance par une autre. Pour les stoïciens, ce manque de liberté intérieure est la racine de la souffrance. Tant que tu restes prisonnier d'un vice, tu ne peux pas atteindre la grandeur. Peu importe qu'une habitude soit socialement acceptée, si elle te contrôle, elle t'enchaîne. Engage-toi à briser ce qui t'emprisonne. Commence maintenant. Ta liberté en dépend. Celui qui ne contrôle pas ses émotions devient vulnérable, comme un bateau sans gouvernail à la merci des vagues et du vent. Ceux qui savent manipuler les émotions peuvent influencer ta vie sans que tu t'en rendes compte. Les décisions impulsives sont les graines de futures récoltes amères. L'émotion semble irrésistible sur l'instant, mais elle laisse souvent des traces de regret. Imagine que ton meilleur ami te propose d'ouvrir une entreprise. L'enthousiasme te gagne. Mais si ta décision vient seulement de cette émotion, tu pourrais oublier des éléments essentiels comme les compétences, la vision, la discipline ou la capacité à gérer les conflits. Le résultat pourrait être une amitié fragilisée et un projet échoué. On nous apprend à faire confiance à nos émotions comme à une boussole, mais une boussole sans équilibre peut te perdre. Questionner ces émotions ne signifie pas les étouffer, mais les accompagner de raison. C'est cela la liberté intérieure.
Les publicités ne vendent pas des produits, mais des émotions comme le statut, le plaisir ou l'appartenance. Et nous achetons souvent sans savoir pourquoi. Ce même mécanisme influence nos relations, notre santé et notre carrière. Imagine une femme endettée qui voit un sac en promotion. L'émotion lui dit que c'est le moment. La raison lui dit que ce n'est pas prudent. Si elle suit l'émotion, elle s'enfonce. Si elle écoute la raison, elle construit son avenir. C'est pareil pour celui qui écrit un message sous la colère et détruit une relation, ou celui qui, sous l'euphorie, dit oui à tout et finit noyé dans les engagements. L'émotion non guidée mène à l'erreur. Voici un défi pour les 7 prochains jours. Avant chaque décision importante, fais une pause. Demande-toi si, sans l'émotion présente, tu ferais le même choix. Écris ta réponse. Cette simple habitude peut éviter bien des regrets. L'émotion est le feu, mais la raison est la main qui porte la torche. Seuls, ils aveuglent. Ensemble, ils éclairent. Rien n'est plus fragile qu'une personne qui dépend de l'admiration des autres. Si ta valeur dépend des applaudissements, tu vivras en esclave, acclamé aujourd'hui, oublié demain. Sénèque rappelait que celui qui cherche l'approbation place son bonheur dans les mains d'autrui. Depuis l'enfance, on nous apprend à croire que notre valeur dépend du regard des autres. L'élève félicité pour ses notes se voit à travers son bulletin. L'adulte applaudi au travail croit qu'il n'a de valeur qu'en ces moments-là. C'est une prison invisible, mesurer sa vie à l'aune des autres. Le stoïcisme nous demande de briser cette illusion. La véritable valeur ne vient ni du statut, ni de l'apparence, ni des biens, mais de la conscience profonde de qui nous sommes. Les opinions changent comme le vent. Un jour loué, un jour critiqué. Pense à une statue dans une place publique. Un jour entourée de fleurs, le lendemain insulté. Pourtant, la pierre reste la même. Ainsi dois-tu être, solide, stable, avec une valeur qui vient de l'intérieur. Construis ton mérite par tes actions, ton caractère, ta constance, même quand personne ne regarde. Le vrai bonheur vient quand tes actes sont alignés avec ta nature authentique. Ne laisse jamais les opinions dicter ta valeur. Le monde change, les gens aussi. Mais toi, tu dois rester ferme. Pour marquer ce changement, écris simplement « Ma valeur vient de moi ». À partir de ce moment, tu cesses d'être l'otage du regard des autres et tu commences à bâtir une forteresse intérieure que rien ni personne ne peut abattre. Être soi-même dans un monde qui cherche constamment à faire de toi autre chose est une victoire immense. Pratique 8. Abandonner l'illusion de la perfection. Avancer un pas après l'autre. La recherche de la perfection peut être un piège mortel pour le progrès. Martha Graham, l'une des plus grandes chorégraphes du XXe siècle, en fit l'expérience durant l'hiver de 1931. Après des mois consacrés à une série de danses, elle sentait que son travail n'était pas à la hauteur de sa réputation. Malgré les éloges de ses danseurs et de ses amis, elle ne voyait que les défauts. La frustration était si grande qu'elle en vint à croire que tout l'hiver avait été gaspillé. Elle disait « J'ai détruit mon année ». Ce perfectionnisme étouffant est un destin courant pour les personnes talentueuses. Leurs standards élevés, qui les aident à atteindre l'excellence, peuvent se transformer en prison créative. Comme Winston Churchill l'a dit, le perfectionnisme n'est qu'une autre forme de paralysie. Nous restons coincés dans une résistance qui, au fond, est de la peur. Peur d'échouer, de ne pas être assez bon, d'exposer notre travail au jugement des autres. Les stoïciens comprenaient bien ce combat. Ils ne cherchaient pas la perfection, mais le progrès. Pour eux, l'excellence venait de l'effort constant pour s'améliorer un jour après l'autre. Épictète disait « Est-il possible d'éviter les erreurs ? Non. Mais il est possible de travailler à les minimiser. » Cette approche rappelle que l'objectif n'est pas d'être irréprochable, mais de grandir continuellement. Le perfectionnisme n'est pas de l'humilité. Ce n'est pas de la dévotion, ni de l'excellence. Il peut être narcissique, une manière d'éviter l'inconfort de terminer un travail et de s'exposer. Pourtant, un travail n'est complet que lorsqu'il est livré. Avancer exige le courage d'accepter nos imperfections, de reconnaître nos limites et de continuer malgré tout. Accepter que nous ne serons jamais parfaits est libérateur. Cela signifie choisir le progrès plutôt que la paralysie, l'apprentissage plutôt que la stagnation. Cela signifie avoir le courage de livrer un travail, d'en commencer un autre et de l'achever. Grandir ne consiste pas à atteindre un idéal, mais à avancer continuellement vers lui. Pratique 9. Pratique le pardon sans cesse. Le pardon est un cadeau que tu t'offres à toi-même. Garder de la rancune, c'est comme porter une pierre dans la poche. Au début, cela paraît supportable, mais avec le temps, le poids devient insupportable. La douleur d'une trahison, d'une injustice ou d'une parole blessante peut être immense. Mais quelque chose est encore pire. Revivre cette douleur chaque jour en s'y accrochant.
Chaque souvenir amer est une blessure que tu rouvres toi-même, comme arracher la croûte d'une cicatrice encore en train de guérir, obligeant l'âme à saigner encore et encore. Épictète nous rappelle que le vrai bonheur vient quand nous lâchons ce que nous ne pouvons pas contrôler. La rancune est une prison que tu construis toi-même, puis que tu choisis d'habiter. Pardonner, ce n'est pas justifier l'erreur de l'autre. Ce n'est pas effacer la mémoire ou prétendre que rien ne s'est passé. C'est refuser d'être esclave du passé. C'est reprendre ton pouvoir et refuser de laisser quelqu'un d'autre contrôler ta paix intérieure. Il existe une prison encore plus cruelle, attendre des excuses. Croire que tu ne pourras avancer que lorsque l'autre reconnaîtra la douleur qu'il a causée. Cela ne dépend pas de toi, et plus tu attends, plus tu restes attaché à l'amertume. Le seul chemin véritable est le pardon, car il dépend uniquement de toi. C'est lui qui préserve tes plus grands trésors, ta paix, ta générosité, ta dignité et ta beauté intérieure. Le pardon est comme lâcher une corde que tu tiens trop serrée. Tant que tu la tiens, tes mains te font mal. Mais au moment où tu la relâches, la douleur cesse et la légèreté revient. Voici un défi. Dans les 3 prochains jours, choisis une rancune que tu portes encore. Elle peut être petite ou grande. Écris sur une feuille la situation et la personne impliquée. Puis lis à voix haute. Je choisis de me libérer de ce poids. Garde la feuille ou déchire-la, mais laisse ton esprit déposer cette charge. N'attends rien de l'autre. La libération commence en toi. Le pardon n'est pas une faveur à l'autre. C'est la clé qui ouvre ta propre cellule. Pratique 10. Tout commence par une attitude différente. Tu dois changer ton esprit, non ton lieu, car tes faiblesses t'accompagneront partout. Cette phrase de Sénèque porte une leçon profonde. Souvent, nous croyons que nos problèmes sont à l'extérieur, dans l'environnement, dans les circonstances ou chez les autres. Mais la racine réelle de nos défis se trouve en nous, notre esprit, nos habitudes, nos attitudes. Imagine quelqu'un qui déménage en espérant que la nouvelle adresse apportera la paix et l'ordre. Mais après le déménagement, le chaos demeure. Pourquoi? Parce que la personne a emporté ses habitudes avec elle. C'est une illusion de croire que changer les circonstances extérieures résoudra nos conflits internes. L'erreur ne vient pas du lieu, mais de l'esprit. La maladie suit le malade. Si tu veux un changement réel, changer d'environnement ne sert à rien sans transformer ce qui est en toi. C'est comme changer le décor d'un film sans modifier le scénario. Sénèque ajoute, si tu veux échapper à tes problèmes, tu n'as pas besoin d'aller ailleurs, tu dois devenir une autre personne. Cela ne signifie pas trahir ton essence, mais transformer ton état d'esprit. C'est avoir le courage de se regarder en face et d'ajuster ce qui doit l'être. Admettre que nous faisons parfois partie du problème est inconfortable, mais libérateur, car cela nous rend le pouvoir. Si nous faisons partie du problème, nous pouvons aussi faire partie de la solution. Le stoïcisme nous enseigne que la force réside dans la responsabilité que nous prenons pour notre vie. Cela demande de revoir nos habitudes, de défier nos croyances limitantes et de développer notre résilience. Le progrès n'est de petits pas constants. Fuir, au contraire, c'est se cacher derrière des distractions ou des échappatoires qui repoussent l'inévitable. Se confronter à soi-même. Les stoïciens croyaient que le bonheur ne vient pas d'un lieu extérieur, mais du courage d'affronter nos peurs et de grandir. La fuite semble plus facile au début, mais le véritable voyage commence lorsqu'on transforme son intérieur. Ainsi, au lieu de chercher une issue à l'extérieur, concentre-toi sur la construction d'un esprit résilient et tourné vers la croissance. Le changement ne réside pas dans le monde, mais dans la manière dont tu choisis de l'affronter. Si cette vidéo t'a inspiré, laisse un j'aime, partage-la et abonne-toi à la chaîne. N'oublie jamais, le temps ne revient pas, mais la manière dont tu l'utilises peut transformer ta vie. Merci d'avoir regardé.